Bienvenue sur le podcast Marketing Mania, le podcast qui revient avec plus d'un an d'absence. Ça fait quand même un moment que vous m'aviez plus entendu sur cette antenne et je reviens avec une formule qui a un petit peu évolué, avec une série de conversations avec différentes personnes qui m'intéressent, où on explore pas mal de sujets liés au marketing, mais pas seulement. On va explorer des sujets peut-être un peu plus larges liés au business en ligne par rapport à certaines questions qui moi m'intéressent en ce moment et qui je pense peuvent vous intéresser aussi. Et pour ce premier épisode, j'ai invité un autre podcasteur pour me joindre et ce podcasteur c'est Antoine BM. Antoine BM, c'est un gars que j'ai rencontré il y a plus de 2 ans quand il avait été invité déjà dans le podcast Marketing Mania et j'ai vraiment été très intéressé par son parcours sur ces 2 dernières années. C'est un gars qui me fascine et j'avoue qui me rend même un peu jaloux parce que son style de vie, c'est vraiment qu'il va enregistrer un podcast chaque jour et ce podcast va être écouté par des milliers de personnes et c'est tout. C'est à peu près le cœur de son business et c'est ce que j'ai vu de plus proche d'un business basé sur la pure création. Donc dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi vous n'allez pas forcément avoir la bonne idée pour votre business du premier coup et comment Antoine a fait évoluer son business pour en arriver là où il est, comment il est passé d'un blog à une chaîne YouTube à forte croissance à aujourd'hui un podcast. On va parler de ce fameux style de vie d'un gars qui est presque un pur créateur de contenu, de comment il s'organise, de son process, des outils qu'il utilise pour publier un podcast quotidien avec un minimum de friction. Et finalement, on parlera du débat que Antoine et moi avons eu déjà plusieurs fois dans d'autres plateformes, mais que cette fois-ci, on va avoir sur le podcast, c'est-à-dire faut-il créer du contenu quotidien ? Vous savez que moi, je crée assez peu de contenu finalement. Je vais faire une vidéo par semaine et encore quand j'arrive à sortir une vidéo par semaine. Pareil, le podcast Marketing Mania va être au mieux hebdomadaire et puis là, on est passé sur un hiatus de 1 an. Versus Antoine a toujours été partisan de faire un contenu par jour. Donc on parlera des avantages et des désavantages de l'un ou de l'autre. On parlera de ce qu'il faut se concentrer sur la qualité de votre contenu, sur la quantité. Et au final, est-ce que la quantité et la qualité sont des choses qui sont incompatibles ou est-ce que c'est un faux débat ? Donc pour tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à la création de contenu, c'est un podcast qui devrait être très instructif. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Antoine. Salut Antoine et bienvenue sur le podcast. Salut Stan, ravi d'être ici. Donc, c'est pas la première fois que tu es sur le podcast Marketing Mania. Tu étais apparu pour la première fois dans cette émission il y a plus de 2 ans, en septembre 2015. À l'époque, c'était un de mes assistants qui t'avait déniché. On a dit « Ah, c'est une super histoire, c'est un mec. Tu sais quoi, il a arrêté ses études. Il fait le tour du monde en faisant des vlogs sur YouTube et en plus, il est en train de pouvoir vivre de ce truc-là, quoi. Donc, c'était vraiment un storytelling cool. Depuis, les choses ont bien changé. Qu'est-ce que tu as fait pendant les 2 dernières années, en gros ? Ouais. Alors, cette histoire, c'est vrai que ça doit faire la 4000 fois que je la raconte, tu vois. J'ai arrêté mes études pour lancer mon business en ligne. J'ai un peu testé tous les formats, moi, depuis. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait fait le premier podcast. Il me semble que j'étais encore au blogging. C'est-à-dire que je faisais encore des articles de blog. Ouais. Et puis ensuite, j'en ai eu un peu marre et je suis passé à la vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos tous les jours au format vlog. Ça veut dire que je me baladais avec une petite caméra et je filmais un peu toutes mes journées. Et je partageais mes idées en même temps. C'était pas vraiment des vlogs divertissement, c'était plus des vlogs où j'essayais de faire passer des idées. Et je suis parti en voyage, donc j'ai voyagé pendant 6 mois en Asie du Sud. J'ai continué à faire des vidéos pendant 1 an à peu près, enfin presque tous les jours pendant 1 an. Et ensuite, j'en ai eu un petit peu assez aussi de la vidéo et je suis passé au 3e format que j'avais encore jamais testé, que toi tu connais bien. C'est d'ailleurs toi qui m'as inspiré en partie à faire ce format-là, c'est le format podcast. Et maintenant, je fais un podcast, alors pas quotidien, mais presque. Ça veut dire que en théorie, c'est quotidien, mais les jours où j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Qui s'appelle le Makercast, où je parle de création de contenu, puisque finalement, c'est l'expertise, en tout cas l'expérience que j'ai développée pendant ces 3 dernières années. Donc, tu as fait un truc qui a été assez choquant, en tout cas à mes yeux, c'est que tu as arrêté cette chaîne YouTube qui était assez impressionnante, quoi. T'avais plus de 50 000 abonnés au moment où tu l'as arrêté. Et en gros, tu as complètement transitionné sur le podcast. C'est-à-dire, quand tu dis « je suis passé au podcast », c'est pas tu as ajouté un truc à ton portfolio. C'est tu as décidé complètement de switcher ton business, en fait. Tu es reparti sur une nouvelle plateforme à partir de zéro. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce changement-là ? Enfin, quels étaient les trucs qui te frustraient sur YouTube et qui t'ont poussé à avoir envie de faire un podcast ?
Alors moi, j'ai pas envie de m'attacher à un format ou à un travail et de plus pouvoir le quitter. Et j'ai envie vraiment d'avoir la possibilité de changer, de virer de bord du jour au lendemain si j'ai envie de tester autre chose ou si j'en ai marre. Et c'est vrai que YouTube, ça marchait bien. Je venais d'atteindre les 50 000 abonnés. Alors après, ça veut pas dire grand-chose parce que tu as les nombres d'abonnés et le nombre de gens qui regardent véritablement les vidéos. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que au début, je faisais beaucoup de vlogs, donc des vidéos qui avaient vraiment du sens en vidéo, puisque je filmais ma journée. Tu vois, il y avait le décor, il y avait l'ambiance, il y avait les musiques. Et puis au fur et à mesure du temps, forcément, t'en as un peu marre de faire des vlogs, et puis je passais plus de temps à Paris, donc c'était moins intéressant. Et je me retrouvais à faire de plus en plus de vidéos face cam, où simplement j'étais devant la caméra et je parlais. Et je me suis dit, mais c'est un peu idiot parce que les gens, tu vois, ils sont là devant leur écran, tu vois, ils sont obligés d'ouvrir leur ordinateur ou d'allumer leur smartphone pour regarder ça. Pour finalement une vidéo où je fais que parler, où l'image n'a plus vraiment d'intérêt, surtout que je passais moins de temps au montage, je passais moins de temps, je mettais moins de musique, bref, j'avais plus envie de faire tous ces efforts-là. Et je me suis dit, je vais tester le podcast et je n'étais pas sûr de faire ça indéfiniment, tu vois. Je me suis dit, je vais faire un test pendant quelques jours. J'ai commencé, donc je me suis acheté un micro, j'ai commencé à faire des podcasts quotidiens et j'ai vu plusieurs trucs. Déjà, j'ai vu que ça n'avait pas vraiment d'impact sur mon business, c'est-à-dire que mon audience continue à me suivre. Alors forcément, j'en ai perdu un petit peu sur la route, mais j'en ai gagné d'autres. Et puis les gens me suivent sur des formats qui sont peut-être plus longs et finalement en termes de vente, en termes de résultats, j'ai eu des résultats qui étaient les mêmes que ceux d'avant, voire mieux. Et je me suis dit, là j'arrive à avoir les mêmes résultats qu'avant en faisant quelque chose qui me fait plus kiffer, que j'aime mieux faire et qui me prend beaucoup moins de temps. Pourquoi continuer à faire des vidéos? Autant revenir définitivement, enfin pas définitivement, mais autant se poser vraiment sur le podcast et faire que ça. Ça veut pas dire que je reviendrai pas aux vidéos, mais en tout cas pour l'instant j'ai envie de faire ça, ça marche bien, ça plaît en tout cas à mon audience qui est vraiment intéressée, et ça marche. Donc il n'y a pas de raison que je m'arrête et que je revienne aux vidéos. T'étais tenté de faire les deux en parallèle? Ouais, mais j'ai jamais été très bon là-dedans. J'ai jamais vraiment su faire plusieurs trucs en parallèle, tu vois. Soit je fais un truc à fond, soit je le fais pas. Mais tu vois, j'ai essayé, quand je suis passé aux vidéos, je m'étais dit pareil, je vais continuer à faire des articles de blog en parallèle. Finalement, j'ai pas réussi à le faire. Quand je suis passé au podcast, j'ai pas vraiment dit que j'allais faire des vidéos en parallèle parce que je me connais et je sais que j'allais pas le faire. J'ai beaucoup de mal à switcher ou à faire plusieurs trucs en même temps. Euh, un truc qui m'a pas mal intéressé quand tu as fait ce changement, c'est qu'en plus du changement de plateforme, il me semble que tu as aussi pas mal changé ton positionnement par rapport à la manière dont tu décrivais la mission du contenu que tu créais, non? Ouais, peut-être. Avant, en fait, j'avais vraiment un objectif de toucher beaucoup d'audience et enfin, tu vois, d'avoir beaucoup d'impact, enfin, d'avoir de l'impact sur beaucoup de gens, tu vois. Et j'ai un peu expérimenté ça, c'est-à-dire que j'ai eu des vidéos qui ont été assez populaires, qui ont fait beaucoup de vues. J'étais sur une thématique qui était assez large puisque c'était la liberté, donc ça traitait à la fois de voyage, mais aussi de lifestyle, de business, enfin de plein de choses différentes. Et donc j'avais des tas de gens qui arrivaient un peu sur ma chaîne que je pouvais appeler un peu des touristes. Alors c'est pas péjoratif, ça veut juste dire que c'est des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le cœur du message. Et j'en ai eu un peu marre de devoir gérer ces touristes-là, ça veut dire devoir subir parfois des commentaires qui étaient un peu hors sujet ou qui étaient critiques, tu vois, de devoir penser toujours à faire du contenu pour tout le monde, à faire du contenu, tu vois, à diluer un peu mon contenu pour que ça puisse plaire à une plus grande partie de l'audience. Et j'ai voulu vraiment revenir à du contenu plus technique, plus spécialisé. Et donc j'ai spécialisé ma thématique. Avant je parlais de liberté, maintenant je parle de création de contenu. Ça veut pas dire que je parle pas d'autre chose, mais ça veut dire que je parle uniquement aux gens qui sont vraiment intéressés par ce cœur de thématique, tu vois, qui est la création de contenu. Et j'ai vraiment shifté, c'est-à-dire que mon objectif maintenant, c'est pas d'avoir un impact sur le maximum de monde possible, c'est d'avoir un maximum d'impact sur un petit nombre de personnes, c'est-à-dire de pouvoir vraiment accompagner les gens, de pouvoir vraiment changer leur vie parfois, et puis quand tu les rencontres dans les dîners abonnés ou dans les rencontres abonnés, te rendre compte que tu as des vraies discussions avec eux, que tu peux vraiment aller au fond des choses. C'est-à-dire, tu vois, vraiment, aller au fond, c'est vraiment ça que j'ai réalisé en faisant le podcast, c'est que c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est pas d'être populaire, c'est pas d'être reconnu dans la rue ou dans le métro, ça m'amuse vraiment pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler de ce que j'ai envie de parler, d'aller au fond des choses, de pas avoir peur de dire ce que tu as envie de dire parce qu'il faut plaire à tout le monde, parce qu'il faut satisfaire toute la part de marché. En gros, moi, ça m'amuse moins, voilà. Et le changement, il est dû à quoi? Il est dû au fait que sur le podcast, t'as pas de like, de dislike, t'as pas vraiment de commentaires? Ou est-ce que c'est dû au fait que l'audience podcast est juste plus concentrée, quoi? Et les gens regardent une vidéo juste parce qu'elle est apparue dans leur flux, versus un podcast, il y a quand même une intention qui est différente. D'où vient le changement pour toi?
Ouais, complètement. Mais alors ça, c'est génial. Alors moi, je déteste le feedback. Je suis peut-être la seule personne au monde qui le dit, mais je déteste le feedback. J'aime pas les commentaires, j'aime pas les likes, dislikes, j'aime pas les notes, j'aime pas tous ces trucs-là, parce que je trouve que ça pourrit le contenu aujourd'hui. Parce que les gens, finalement, enfin, tu le retrouves, tu vois beaucoup de créateurs qui font très attention à ce qu'ils disent, qui ont très peur, ou à chaque fois qu'ils disent un truc, ils vont dire juste après, ah oui, non mais attendez, voilà, je veux surtout pas froisser telle personne, ou je veux surtout pas, tu vois, on a l'impression qu'ils sont toujours sur la défensive à cause de ce feedback omniprésent. Et tu vois, tu sais, tu connais comme moi le feedback sur YouTube. Alors, pour toi, il est bon parce que tu as une audience vraiment qualitative, mais le feedback sur YouTube de manière globale, de manière générale, est assez peu qualitatif. Souvent, c'est des jeunes, tu vois, qui n'ont pas grand-chose à dire, qui viennent un peu dire trois mots mal écrits sur ton truc. Et quand tu fais très attention à ce feedback, le problème, c'est pas seulement que ça peut te pourrir ton moral. Le problème, c'est aussi que ça peut modifier ton contenu. C'est-à-dire quand tu vas te rendre compte que quand tu fais tel ou tel type de vidéo, tu vas avoir des commentaires très négatifs ou des gens qui vont vraiment essayer de t'enfoncer, mais tu vas avoir peur de faire ces vidéos-là. Et pourtant, tu vas te rendre compte que c'est souvent ces vidéos-là qui vont le plus satisfaire ton audience à toi. C'est les vidéos qui divisent, c'est les vidéos qui sont fortes, c'est les vidéos où tu fais passer des choses importantes, tu vois. Pas les vidéos où tu donnes des petites astuces ou des petits conseils ou des petits trucs, parce que ces vidéos-là, elles sont sympas, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Je pense que ce qui fait la différence, c'est quand tu vas au fond des choses, quand tu parles de sujets qui peuvent être polémiques, qui peuvent diviser les gens. Et je pense il faut pas avoir peur d'en parler. Le problème, c'est que YouTube crée cette peur-là parce que YouTube est très violent. Et il y a justement ce feedback constant qui peut nous éloigner finalement de ce dont on a envie de parler, ce que tu n'as pas du tout dans le podcast. C'est ça qui est génial. Et puis la deuxième chose, comme tu disais, c'est que le podcast, il y a une intention. Les gens vont écouter un podcast parce qu'ils ont envie de l'écouter, pas parce qu'ils s'ennuient, souvent. Et c'est un format qui va les accompagner dans la journée. Et ça, je trouve ça génial, c'est que tu vois, des statistiques que je peux avoir, les gens restent plus longtemps généralement devant un podcast audio que devant une vidéo YouTube. Et je pense que c'est simple, c'est que tu lances un podcast pas pour rester pendant une heure devant ton ordinateur à l'écouter ou devant ton smartphone, mais pour faire autre chose. Par exemple, quand tu conduis, quand tu te balades dans la rue, quand tu fais la cuisine, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais du repassage, tu peux faire 1000 trucs, tu vois, mais des choses qui ne demandent pas d'attention. Et donc, tu vas garder ton attention sur le podcast. Et donc, c'est quelque chose qui t'accompagne dans la journée, c'est quelque chose où tu vas pas être distrait, tu vas pas avoir 5 onglets ouverts en même temps dans ton navigateur, tu vas pas avoir 12 vidéos juste à côté qui donnent envie de cliquer dessus, tu vas juste l'écouter, faire autre chose, et c'est beaucoup plus proche finalement d'une discussion que tu peux avoir avec un ami que d'une vidéo où tu es là à essayer de te vendre, à essayer sans arrêt de garder l'attention des gens. Tu peux te permettre de te lâcher, tu peux te permettre de te détendre en fait. Et c'est ça que j'ai aimé dans le podcast. La question que je me pose, c'est si tu fais pas attention au feedback, si tu n'aimes pas le feedback, comment est-ce que tu progresses dans ta création de contenu? Alors c'est une bonne question. Alors déjà, quand j'ai dit que j'aimais pas le feedback, j'aurais dû préciser j'aime pas le feedback direct. C'est-à-dire que j'aime pas quand tu mets un contenu en ligne avoir directement des gens qui réagissent dans la seconde, tu vois. Par contre, le feedback, il y a plusieurs types de feedback, tu vois. Il y a le feedback. Moi, ce que j'adore, c'est discuter avec mon audience. C'est-à-dire que j'organise, alors là, je le fais pas en ce moment parce que je j'ai pas beaucoup de temps, mais généralement, je le fais quand je suis à Paris. J'organise des dîners abonnés quasiment toutes les semaines où je vais dans un resto avec 5 abonnés, on discute pendant 2 heures, tu vois. J'organise aussi des rencontres, j'organise aussi des chats, ce genre de choses. Vraiment des moments où tu peux avoir un vrai feedback, c'est-à-dire quelqu'un qui est en face de toi, qui te parle, qui t'explique profondément pourquoi il aime pas. Tu as aussi d'autres types de feedback que tu connais, tu vois, en tant que marketeur, qui sont les feedbacks de clients, par exemple. Par exemple, le taux de... Tu vois, par exemple, si tu fais une vidéo de vente, tu vois, tu fais une vidéo pour vendre un produit. Tu vas avoir deux types de feedback. Le premier type de feedback, c'est les gens dans les commentaires qui vont râler parce que c'est payant et parce qu'ils veulent pas payer. Ok, c'est un feedback, tu peux le prendre en compte. Et puis tu as un deuxième type de feedback, c'est pas du feedback verbal, c'est les achats. C'est les gens qui vont acheter ton produit. Les gens qui vont suivre ton produit jusqu'au bout, les gens qui vont le racheter plus tard, les gens qui vont devenir des clients fidèles. Et en fait, ce feedback-là, c'est pas forcément des gens qui vont gueuler le plus fort, mais c'est les gens qui sont importants parce que c'est eux qui te font vivre. Et en fait, ce feedback-là, il veut simplement dire ta vidéo de vente, elle était bien, ta vidéo de vente, elle était réussie. Le feedback d'un client qui va revenir toutes les 2 semaines racheter une de tes formations, il te dit tes formations, elles sont bien, tes formations, elles m'aident à progresser. Donc il y a plusieurs types de feedback, et quand je dis que je suis contre le feedback, je suis contre les commentaires lapidants, tu vois, que tu peux avoir dans les 5 secondes après avoir mis en ligne ta vidéo. Et toi, ça t'affecte, ces commentaires-là, ils t'affectent d'un point de vue personnel. T'as pas au fil du temps avoir des centaines et des milliers de commentaires sur tes vidéos. T'as pas développé une forme d'immunité, ça t'affecte toujours? Ouais, bien sûr, ouais. Je pense qu'avec le temps, forcément, on est moins sensible qu'au début, c'est logique, c'est normal. Mais
Bah, il y a peut-être des gens qui arrivent à être totalement immunisés contre ça. Moi, j'y arrive pas. Moi, ça me rend anxieux, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment que ça me rend triste ou je sais pas quoi, c'est que ça me stresse. Je vois quelqu'un qui me laisse un commentaire où t'as vraiment envie de répondre, tu vois, qui est vraiment frustrant, qui est vraiment énervant. Je vais pas répondre par principe, mais je vais le garder dans un coin de la tête. Et tu peux lire 10 commentaires super sympas. S'il y en a un vraiment qui vient déconstruire tout ce que t'as fait et que t'as une envie folle de lui répondre, toute la journée, tu vas y repenser par période, tu vas dire putain, voilà ce que j'aurais dû lui répondre, voilà ce que je pourrais lui dire, mais voilà. Et tu vois, et tu finis par être aigri en fait. Et j'ai pas envie d'être aigri, moi j'ai envie d'être heureux pendant mes journées. Et le feedback direct bah, me rendait parfois aigri sur YouTube, c'est vrai. Et j'ai plus du tout cette aigreur-là sur le podcast. Et ça fait du contenu aussi où t'es de meilleure humeur. J'ai remarqué aussi souvent quand tu fais du contenu et t'as beaucoup de feedback négatif, tu te retrouves à être un peu en réponse dans ton contenu, à vouloir leur montrer, à vouloir répondre à leurs arguments, alors que tu t'en fous en fait d'eux. Souvent, ils constituent pas le cœur de ton audience. Donc ça fait des podcasts, je trouve, pour moi, où je suis de bien meilleure humeur, où je dis ce que j'ai envie de dire, et dans mes journées, bah, c'est plus sympa, tu vois. Évidemment, ça dépend des gens, je pense qu'il y a des gens qui le vivent mieux. Moi, j'ai l'approche absolument opposée sur les commentaires, c'est-à-dire que moi, je réponds à tous les commentaires sur la chaîne. Ouais. Et en particulier, je fais un point d'honneur à répondre aux commentaires négatifs. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un effet psychologique d'open loop, en fait, tu vois. Tu as reçu un commentaire négatif et tu n'y as pas répondu. Et moi, ça, vraiment, je le ressens. Il tourne dans ta tête. Putain, je pourrais plus lui répondre ça, j'aurais pu dire ça, etc. Et en fait, le truc est open dans ta tête et tu t'en souviens. Et Ouais, franchement, le moment où j'ai répondu à un email ou à un commentaire négatif, le truc a disparu et en fait, il a effacé ma mémoire. Et je ne m'en souviens pas. Et du coup, je fais beaucoup de réponses. Alors, mes réponses sont pas du tout constructives, hein. 90% des commentaires sur ma chaîne qui sont négatifs, c'est genre, le capitalisme, c'est mal, etc. Et donc, je me fous totalement de leur gueule parce que aller dire sur une vidéo YouTube d'une chaîne qui s'appelle Marketing Mania que le capitalisme, c'est mal, c'est ce que je veux dire. Il y a pas d'argument à avoir. C'est juste de me foutre de la gueule des gens. Parfois, vraiment, je suis très sarcastique, presque gratuitement, mais bon, après, t'es venu me chercher sur ma chaîne, tu vois, tu l'as mérité. Et en fait, c'est un soulagement pour moi psychique par rapport au truc. Et je me dis, si, en fait, il faut soit que je l'ai pas vu, mais si je l'ai vu, il faut que j'y réponde. Parce que sinon, la boucle va être ouverte et j'aurai l'impression que le truc tourne, tu vois, et que l'insulte n'a pas été répondue. Deuxième point sur lequel je voulais rebondir, et je sais pas si je t'en ai parlé, parce que quand je suis revenu à Paris cet été, je voulais faire des rencontres abonnés justement. Et je me suis dit, si je fais une rencontre abonnée open, tu vois, dans un bar, je vais avoir trop de monde et j'ai pas envie d'avoir autant de monde qui se pointe. Et donc du coup, j'avais récupéré ton idée, j'avais copié ton idée des dîners où tu invites 5 abonnés à un dîner. J'en ai fait une dizaine pendant que j'étais à Paris cet été. Et c'était vraiment une idée géniale, quoi. J'ai pris un très très grand plaisir à organiser ces dîners. Et je sais pas si je t'en avais parlé. Non, je savais pas, mais c'est génial, t'as Ouais, bien fait, hein. ouais. C'était vraiment une super idée, un super concept. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tu te retrouves à pouvoir avoir des vraies conversations avec les gens sans avoir l'anxiété de te dire ah ouais, mais il faut que je parle à un peu tout le monde, quoi, parce que les gens sont quand même venus pour me voir. Là, tu as 6 personnes autour d'une table et il y avait une expérience. Alors, je sais pas si je pense que tu as eu une expérience similaire, mais très intéressant de voir comment tu peux sélectionner 5 personnes essentiellement au hasard. Au départ, j'avais eu l'idée de faire des groupes, mais j'ai réalisé que ça allait être trop compliqué. 5 personnes choisies au hasard, et comment tu vas avoir des conversations totalement différentes qui vont émerger. Il suffit que tu aies 2 personnes qui sont des spécialistes de tel sujet, de l'immobilier. Il y en a qui étaient spécialistes de toute la question des impôts. Il y en avait qui étaient spécialistes de YouTube, etc., qui allaient partir dans des conversations assez pointues. Et moi, j'apprenais des trucs. Et c'était drôle, voilà, il y avait un espèce d'alchimie qui se créait assez rapidement dans un groupe de personnes qui s'étaient jamais rencontrées. Et j'ai pris un très grand plaisir à organiser ces dîners et je te remercie de m'avoir donné l'idée. Bah de rien, ouais, c'est génial. Bah en plus, ça permet de s'occuper, tu vois, quand t'es à Paris. Je sais pas, tu vois, moi j'ai mes potes à Paris, mais tu vois, on partage plein de trucs, mais pas vraiment les passions, pas vraiment le business, tu vois, c'est pas vraiment des trucs avec qui je peux parler avec eux. Et là, ça permet aussi de recréer ça, donc t'es sûr de passer un bon moment. Enfin, moi j'ai dû en faire une dizaine, à chaque fois c'était super, je suis rentré d'une très bonne humeur. T'es sûr d'avoir des bonnes discussions. En plus, eux, ils sont contents aussi, tu vois, ça leur permet de se rencontrer, de se faire des potes souvent, parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt. Et puis, même d'un point de vue purement business, bah, ça te permet d'avoir du feedback et de mieux connaître tes potentiels clients, tu vois. Donc, c'est que du positif. Moi, d'avoir fait ça, c'est que du positif aussi. Et pour le coup, effectivement, tu as du feedback beaucoup plus qualitatif. Et là, je veux dire qualitatif par rapport à aussi quantitatif, tu vois. Parce que c'est vrai que sur une vidéo, tu as tant de vues.
euh, c'est pas forcément l'indicateur le plus important. Plutôt que savoir que les quelques milliers de personnes qui l'ont regardé ont trouvé que c'était vraiment ultra utile et ça les a convaincus tu vois, du fait que ta chaîne était unique, etc. C'est vrai qu'il y a un niveau de feedback que YouTube n'est pas très bon pour te donner. YouTube est bon pour te donner le nombre de personnes qui ont fait ça, mais pas vraiment des idées sur la profondeur. La question que je me pose aujourd'hui, c'est il fut un temps où tu disais que ton objectif c'était d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, j'imagine que c'est plus le cas. Comment est-ce que tu définis aujourd'hui ton objectif, si tu en définis un? J'ai plus vraiment d'objectif en fait. J'ai envie de faire des trucs qui m'intéressent. J'ai pas envie de m'enfermer dans un format ou dans un objectif. Tu vois, par exemple, si j'étais resté enfermé dans cet objectif de 100 000 abonnés sur YouTube, là, je serais encore en train de faire quelque chose qui me plaît pas forcément sur YouTube pour les avoir. Et je suis content de l'avoir abandonné. Donc, c'est bien les objectifs, ça donne un cap en fait. Tu sais dans quelle direction aller. Mais j'essaie de pas trop prendre ça au sérieux. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'objectif. Mon objectif, c'est de maintenir ce que j'ai là, de continuer à le faire progresser tranquillement, de trouver de nouveaux sujets qui m'intéressent aussi, d'élaborer de nouveaux systèmes. La tranquillité est devenue vachement importante pour moi. J'aime bien être tranquille dans mon boulot. Je suis plus aussi ambitieux, on va dire, qu'avant. J'ai plus vraiment envie de créer une grosse start-up ou créer un gros truc ou une grosse boîte. Je pense que j'ai énormément de privilèges de faire aujourd'hui un boulot qui me permet de vraiment bien gagner ma vie en ayant une immense liberté et en ayant surtout beaucoup de temps libre et sans grosse pression et en faisant quelque chose qui me passionne, surtout que je pense que c'est très très rare en fait. Et je veux pas changer, je veux pas tout arrêter, je veux pas mettre un objectif qui viendrait pourrir ça. On peut parler du coup un peu d'une journée type pour toi, à quoi ça ressemble? Ouais, ma journée type, alors si j'ai pas de formation à faire, quand je fais une formation, j'en fais une toutes les 2 semaines. Généralement, ça me prend une journée, enfin une grosse matinée. Sinon, une journée type, c'est je me lève le matin, je sais pas, vers 9h, vers 9-10h. Ensuite, je travaille, c'est-à-dire que j'essaye vraiment avant 13h, je prends aucun rendez-vous généralement, je prends rien. C'est du temps pour moi, je suis tout seul, je suis tranquille. Je lis un petit peu, j'élabore, enfin tu vois, je retrouve un peu ma liste d'idées, je trouve une idée de contenu, j'enregistre le podcast. Généralement, entre trouver l'idée, enfin la préparer et l'enregistrer, ça prend 1 heure à tout casser. Et je le mets en ligne, ça prend 10 minutes de le mettre en ligne. Et ensuite, enfin, ma journée type, ça peut paraître un peu choquant, mais si je me lève à 9h et que je n'avais pas de rendez-vous et que je travaille bien, j'ai fini à 11h, tu vois. Et à 11h, ensuite, je vais au sport. Et à 15h, tu vois, je fais ce que j'ai envie de faire, j'organise des trucs. Bon, là, en ce moment, c'est un peu bousculé parce que je vais être en déménagement, donc je suis en recherche d'appart, donc je fais une dizaine d'apparts par semaine là, à visiter. Donc mes journées types sont un peu chamboulées. Mais sinon, ma journée type, elle est tranquille, hein, j'ai pas à me plaindre. Et t'as pas cette idée de dire, parce que c'est un truc que beaucoup de gens connaissent, et moi je le connais très certainement, de dire je pourrais faire plus, je pourrais faire tel projet, j'ai trop de temps libre. Tu sens pas ce désir de faire toujours plus? Ouais, je l'ai eu pendant longtemps. Et je l'ai moins aujourd'hui. En fait, j'essaye de retrouver, ça va un peu vieux retraité de dire ça, hein, mais j'essaye de reprendre le temps de faire les choses. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai essayé de tout optimiser justement pour avoir le temps d'en faire plus. Et je me suis rendu compte que ce temps-là, je le passais pas à en faire plus, mais je le passais à glander sur Facebook et sur YouTube, tu vois. Parce que en fait, mon temps d'attention était limité. Faire un podcast, ça demande quand même beaucoup de temps de cerveau. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais faire une formation, enfin, tu dois le vivre aussi, tu vois. Mais par exemple, quand tu enregistres une formation, tu t'épuises à une vitesse incroyable, quoi. Moi, je peux pas enregistrer 12 heures de formation dans une journée, c'est impossible, tu vois. J'enregistre peut-être 2 heures. Moi, je peux faire 1 heure 20, je pense. Ouais, Au bout d'une voilà. heure 20, en fait, tu l'entends dans ta voix, quoi. Tu tournes Ouais, c'est ça, t'arrives plus à parler, tu t'es fatigué, c'est épuisant en fait de créer du contenu. Donc pour moi, le podcast, tu vois, c'est 1 heure de concentration intense. Et ensuite, le reste du temps, je prends un peu plus le temps de lire, je prends le temps de faire des trucs à la con, tu vois, genre, par exemple, avant, j'étais vraiment tout optimisé. Par exemple, j'allais à la salle de sport la plus proche de chez moi et j'y allais en trottinette électrique, tu vois, comme ça, j'y étais en 5 minutes. Maintenant, j'ai arrêté, en fait, j'y vais à pied, tranquillement. Ensuite, je rentre, je vais faire les courses, tu vois, pareil, je faisais mes courses sur Amazon Prime. Maintenant, je reviens, enfin, je fais mes courses moi-même, je prends le temps de les faire. Ensuite, je rentre chez moi, je fais des jus, je fais de la cuisine, je fais des petites salades, ensuite, je nettoie et tout. Et je prends le temps de le faire, je prends le temps de faire tout ce que j'essayais d'automatiser avant. Et ce temps-là, je le passe aussi à me former, à écouter des audios, à écouter des podcasts, à réfléchir.
voilà, à faire des trucs simples en fait. Et bizarrement, en fait, le fait de faire ça, bah, ça m'aide à faire mon boulot, c'est-à-dire ça m'aide à trouver des idées, ça m'aide à trouver des idées de formation, ça m'aide à trouver des idées de podcast. Ça rend tout le process beaucoup plus facile qu'à l'époque où j'essayais justement de tout optimiser pour avoir plus de temps pour le faire. Je pense que quand ton boulot c'est de trouver des idées, des argumentaires ou ce genre de choses, il faut pas essayer de tuer le temps et d'optimiser le temps comme si ton boulot c'était de remplir des tableaux Excel, tu vois. Je pense que le temps est important et il faut se reposer, il faut laisser du temps au repos, quoi. Et est-ce que tu ressens cette sensation d'insécurité par rapport à ce que tu fais, dans le sens où tu te dis il faut toujours faire plus pour protéger mon futur, tu vois, parce que moi j'ai eu cette sensation qui est totalement irrationnelle, parce que je pourrais très facilement me reconvertir au moins dans un boulot dans le web marketing et probablement en consultant, même si tu vois, Ouais, ma c'est chaîne sûr. YouTube se pétait la gueule, etc. Et malgré tout, j'ai toujours eu cette sensation de dire ah tiens, bah, c'est bon, j'ai tant d'heures libérées dans ma journée, bah, je vais les investir dans un autre business ou à faire un autre truc, etc. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens et que tu combats, ou c'est quelque chose que tu ressens pas? Un petit peu, si tu veux, il y a... ouais, c'est quelque chose que je ressens un petit peu, mais de moins en moins. C'est-à-dire que mon but, c'est que chaque journée se ressemble le plus possible. J'essaye pas, tu vois, de tout faire en un jour et d'étaler ensuite ou de concentrer les choses parce que tout ça, ça chamboule un peu le truc. Mais tu vois, si je fais, tu vois, si tous les jours je fais un podcast ou tous les jours je fais une vidéo, là, ça fait, tu vois, ça va faire 2 ans. J'ai créé quasiment un contenu par jour pendant 2 ans. Je vois pas pourquoi du jour au lendemain je serais plus capable de trouver d'idées, je serais plus capable de trouver de contenu, je serais plus capable de faire de formation. Ouais. Après, tu as des périodes, tu vois, tu as des périodes où c'est plus difficile, tu as des périodes où tu penses à autre chose, tu as des périodes où tu as d'autres priorités. Mais justement, en fait, le fait de garder cette espèce d'habitude qui est ultra simple et ultra basique, qui prend pas beaucoup de temps, mais cette habitude de faire un contenu par jour, quoi qu'il arrive ou presque, bah, ça te permet finalement de garder la confiance là-dedans. Tu vois, je pense que j'aurais pas cette confiance si je prenais des vacances, tu vois, ou si j'avais des semaines off. Donc j'ai plutôt confiance. Après, moi, j'ai pas un business automatique, c'est-à-dire que je vis pas la semaine de 4 heures, tu vois, j'ai pas une espèce de muse qui bosse à ma place. C'est-à-dire que si j'arrête de bosser aujourd'hui, si je fais plus rien, je vais continuer à gagner un petit peu d'argent parce que voilà, j'ai toujours des formations qui sont en ligne, mais je vais probablement plus gagner de quoi vivre dans les 2 ou 3 mois qui suivent, tu vois. Donc je me dis, si j'ai un gros problème et que je suis vraiment incapable de trouver des idées ou incapable de parler et tout, mon business il s'écroule. Mais j'essaie de pas faire reposer les choses là-dessus et de développer une compétence en fait dans laquelle j'ai confiance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir confiance en ce que j'ai créé, en un système ou en un business, j'essaie d'avoir confiance en mes compétences et en mes capacités à rebondir en cas de problème. Et puis la dernière chose, c'est que alors ça c'est pas facile quand tu commences à gagner de l'argent, mais j'essaie de pas trop, ce que je faisais beaucoup au début, mais j'essaie de pas trop indexer mes dépenses sur mes revenus, de mettre de l'argent de côté. Là en ce moment j'épargne beaucoup pour dans le but de m'acheter un appart d'ici 1 an ou 2. Donc je pense que c'est aussi une forme de sécurité, mais ouais, à la base, c'est un problème que j'ai connu aussi. Enfin, tu vois, je pense que tous les entrepreneurs ou tous les indépendants connaissent ce problème-là, et même peut-être les salariés qui ont peur de se faire virer. En fait, c'est juste ce problème se matérialise différemment, mais je pense que c'est un problème universel. Ok. Euh, le truc sur lequel je voulais rebondir, c'est l'idée du contenu quotidien. Parce qu'on a déjà eu des conversations là-dessus, en particulier sur ton forum, dont on pourra d'ailleurs parler plus tard. Mais c'est l'idée de... Ouais, moi, ça me stresse de faire du contenu quotidien. Parce que j'aurais l'impression d'être dans un truc qui finit jamais, tu vois. C'est un peu le mythe de Sisyphe. une Ouais, sorte de roue où de tu dois hamster, on peut toujours courir toujours et courir. chaque jour il faut que tu refasses, tu vois. Versus là, ce que je fais aujourd'hui, bon, Ouais, j'ai mes vidéos, j'ai mon podcast, etc. On est plus sur un contenu qui va être hebdomadaire, ce qui veut dire qu'en fait, je peux facilement prendre de l'avance. Je peux facilement être dans une situation où j'ai 3, 4 semaines devant moi, où le contenu est créé, il est blindé, et je peux soit faire autre chose, soit être indisponible, soit voilà, me concentrer sur d'autres projets. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours... euh, moi, j'ai toujours une forme d'insécurité par rapport à ce que je fais, où je me dis, tiens, il faudrait que je fasse plus et je pourrais faire tellement plus, etc. Toi, quel est ton... et puis l'autre élément du contenu quotidien, évidemment, c'est que à un moment, je me dis, est-ce que les gens vont avoir envie de me voir tous les jours, quoi? C'est quand même beaucoup à demander de temps par rapport aux gens. Toi, ouais. quelle est ta vision, disons, sur le trade-off ici? Pourquoi est-ce que toi, tu choisis de faire du contenu quotidien? Tu nous as parlé des aspects voilà, personnels de créer cette habitude-là. Quels avantages tu y vois par rapport à ton audience et par rapport à la partie plus business? Alors moi, pendant longtemps, j'ai vanté le mérite du contenu quotidien en disant que c'est le meilleur moyen de faire décoller son audience très rapidement.
toi, tu as réussi à magistralement me prouver que j'avais tort grâce à ta chaîne YouTube, en m'explosant sur le nombre d'abonnés et le nombre de vues, sans faire du contenu quotidien, en faisant une vidéo de temps en temps, mais des vidéos très travaillées. Donc je dis pas aux gens qu'il faut faire du contenu quotidien ou que c'est mieux qu'autre chose, je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Moi il se trouve que j'arrive mieux à travailler comme ça, j'ai toujours travaillé au dernier moment. J'arrive pas à travailler à l'avance, c'est pour ça que par exemple tu vois, c'est marrant parce que j'étais à une autre rencontre abonnée de quelqu'un d'autre là il y a pas très longtemps, et je rencontrais un gars qui avait écrit tu vois 3 ou 4 livres. Le mec il était à peine plus, il avait peut-être 30 ans tu vois, il avait écrit 3 ou 4 livres. Et moi je trouvais ça incroyable tu vois, parce que pour moi écrire un livre c'est un truc énorme. Et lui me disait ouais non, écrire un livre ça va, c'était pas très difficile. Par contre toi ton contenu quotidien je sais pas comment tu fais. Putain, j'aimerais bien faire du contenu mais ça me fait peur et tout. Et je trouvais ça fou en fait que on ait tous les deux l'impression que ce que faisait l'autre c'était un truc impossible, alors que nous ce qu'on faisait c'était hyper facile. Et je pense que c'est une question de peut-être d'habitude face au travail. Pour moi écrire un livre ça me paraît très difficile, et je pense que ça le sera, parce que c'est un travail qui te demande de travailler beaucoup pendant plusieurs mois pour un résultat qui est éloigné. Et moi, j'ai jamais su travailler comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas, genre à l'école, je travaille toujours au dernier moment. Mais par contre, au dernier moment, j'arrivais à être bon, j'arrivais à être efficace. Et pour moi, c'est pareil pour le contenu. C'est-à-dire que là, tu me demandes de préparer un contenu et de le sortir dans une semaine, tu vois. Bah déjà, je vais avoir la pression parce que je me dis, si j'en sors un dans la semaine, il faut qu'il soit vraiment bien. Ensuite, je vais pas savoir comment m'organiser, je vais pas savoir le faire, je vais pas réussir à motiver. À chaque fois, je vais repousser au lendemain. Et au final, je vais le faire la veille. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, puisque quand je faisais des vidéos quotidiennes, à un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, j'arrête les vidéos quotidiennes, je vais en faire 3 par semaine, mais elles seront mieux. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elles étaient pas mieux du tout, tu vois. C'est-à-dire que non seulement j'avais limite plus de mal à faire les 3 par semaine, tu vois, fallait que tu vois, c'était la même chose en fait, c'était la même galère, je m'y prenais la veille au soir, tu vois, en mode pressé, et au final, j'abâclais et c'était pas mieux que quand j'en faisais une par jour. Et le fait de faire un contenu quotidien, pour moi, c'est aussi une question, tu vois, tu parlais de stress et tout, de pression. Bah, je trouve que tu as moins de pression quand tu fais un contenu quotidien, parce que c'est ton habitude du jour. C'est comme, tu vois, c'est comme, je sais pas, si tu fais la même chose tous les jours, si tu vas au sport tous les jours, c'est plus facile que si tu vas une fois toutes les semaines et que faut se bouger, tu vois, parce que c'est dans ta routine, tu vois. Et ben le quotidien c'est un peu pareil, c'est dans ma routine matinale finalement. Il y en a c'est faire des, tu vois, il y a des gens qui ont toute une routine matinale super chronométrée. Moi j'ai pas ça, mais dans ma routine matinale il y a le contenu quotidien, il y a le podcast du jour. Et finalement ça devient aussi simple. Et en fait j'aime énormément simplifier le process, c'est-à-dire qu'aujourd'hui parfois mon podcast je le fais dans la rue avec mon téléphone, tu vois, c'est hyper simple. En fait le fait de simplifier le process, bah ça rend le podcast aussi facile à réaliser que si c'était une conversation téléphonique avec un pote, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Et tu vois, personne ne trouvera ça difficile d'appeler un pote et de discuter avec lui pendant 20 minutes tous les jours. Bah, moi, je le vois comme ça. Donc pour moi, au contraire, ça fait baisser la pression de faire un contenu quotidien. Ça rend la tâche abordable. Quand tu parles de l'audience qui pourrait s'en lasser, alors je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a ton audience va pas forcément regarder ce que tu fais tous les jours, mais il y a l'autre côté, c'est que les gens qui aiment vraiment ce que tu fais seront très contents que tu en fasses un tous les jours, et ils vont développer une habitude avec ton contenu. Ça veut dire que si tu le publies tous les matins, bah, il y en a qui vont l'écouter au petit déjeuner, il y en a qui vont l'écouter dans les transports, il y en a qui vont l'écouter dans la voiture, il y en a qui vont l'écouter en bouffant le soir, n'importe quand. Mais ils vont développer une habitude avec ce contenu, exactement comme, alors je sais que c'est la honte, mais je m'en fous, moi je regarde Plus belle la vie, tu vois, tous les soirs en mangeant. Et les soirs où il y a un match de foot ou quand c'est le week-end et qu'il n'y a pas Plus belle la vie, mais je sais pas quoi faire, je suis complètement désespéré avec mon bol de salade, je sais pas quoi regarder, tu vois. Et je pense que les gens développent peut-être cette même habitude avec mon contenu, en tout cas je l'espère, je sais qu'il y a des gens qui le font, j'ai eu des retours là-dessus, et du coup c'est comme ça que je le vois. Donc je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens qui préfèrent faire du contenu ponctuel, ils mettent plus d'énergie, faire quelque chose de plus travaillé, et il y a d'autres gens qui préfèrent le contenu quotidien. Sur la forme, il est évident qu'un contenu hebdomadaire peut être beaucoup plus travaillé qu'un contenu quotidien. Si tu fais des montages, notamment en vidéo, si tu fais des montages, si tu fais des choses assez élaborées. En revanche, sur le fond, je suis pas sûr. Pour moi, mes meilleurs contenus, ça n'a pas été des contenus que j'ai beaucoup préparés. C'est plus les contenus que j'ai fait un peu on the go, tu vois, dans la rue ou sur un coup de gueule ou à l'arrache. Parce que souvent, ces contenus-là, tu t'es pas en train de lire un plan ou de lire un texte. Tu parles juste avec le cœur, et souvent, ça fait d'excellents podcasts ou d'excellentes vidéos. C'est intéressant, c'est plus spontané quoi. Et ce que tu perds forcément, moi je pourrais jamais m'autoriser à faire un truc Ouais, moi, tu sais, moi spontané j'adorerais. parce que du coup, putain, j'en sors qu'une par semaine quoi, elle a intérêt à être bien.
Ouais, moi j'adorerais que tout le monde fasse un contenu quotidien, mais tu sais, il y a plein de gens que j'adore qui font du contenu excellent, ou même des gens qui font pas de contenu, tu vois. Qui, par Je me disais, exemple. mais si tous ces gens-là faisaient un contenu tous les jours, mais mes journées, ce serait du bonheur, tu vois. Tous les moments où tu m'as, bah je sais pas, tu vois, des mecs qui font pas de contenu, genre Alexandre Astier, mais à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils disent des trucs passionnants, tu vois, j'en sais rien, ou des entrepreneurs, genre Oussama Hamar, ou des mecs que j'aime bien, tu vois, qui font du contenu de temps en temps. Mais c'est trop rare en fait. Et ces gens-là, j'aimerais bien les entendre tous les jours. Mais pas les entendre en m'étant assis devant un ordinateur et en les écoutant. Mais moi, je marche beaucoup, tu vois. Les entendre en marchant, les entendre en allant au sport, les entendre en faisant du sport, les entendre en faisant la vaisselle. Il y a quand même beaucoup de moments dans la journée où notre attention est focalisée sur rien du tout. Et on pourrait écouter des gens passionnants. Donc moi, dans mon monde idéal, tous les gens que j'aime bien font un contenu quotidien en format audio. Euh, Sur le contenu quotidien, si quelqu'un veut se lancer dedans, surtout voilà, sur un podcast, je suppose que le process quand même qui est derrière est critique, c'est-à-dire tu ne veux pas perdre de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, de manière un peu prosaïque peut-être, du coup on revient sur des conseils un peu plus tactiques, mais à quoi ressemble pour toi le process d'enregistrement? Quel matériel tu utilises, quel logiciel, éventuellement est-ce que tu as des gens Ouais. qui interviennent dans le process, etc. À quoi ça ressemble? Alors, moi j'ai deux choses. Alors, je travaille toujours seul. Parce que surtout quand tu fais du contenu quotidien, avoir une personne qui intervient dans le process ou qui fait le montage, ça ralentit tout et ça complexifie tout. Donc moi, j'ai toujours travaillé seul sur la création et la mise en ligne du contenu. Après, faut aimer ça, tu vois. Genre moi, le montage vidéo, j'aime bien, donc ça me dérange pas. Si t'aimes pas ça, faut pas le faire, tu vois. Mais sinon, en fait, j'ai deux choses. J'ai une base de travail fixe à la maison et une base portable. Le principe, c'est que ma base fixe, ce soit avec les outils que je préfère utiliser, qui sont les plus agréables. Et la base portable, c'est avec les outils que j'ai toujours sur moi. Par exemple, tu vois, si un jour tu as un contretemps, tu dois absolument avoir un rendez-vous le matin, ou alors t'es pas en forme le matin, t'as pas enregistré ton podcast, bah il se peut tout à fait que, je sais pas, t'as eu un déjeuner boulot avec un mec inspirant et qui t'a une super discussion, et en sortant de ce déjeuner, t'as envie d'enregistrer un podcast. Et à ce moment-là, il faut avoir de quoi le faire. Alors si tu fais des vlogs, tu peux le faire. Moi, à un moment, j'avais toujours ma petite caméra Canon G7X sur moi, donc je pouvais juste la sortir et parler. Ça qui est bien avec un vlog, c'est que tu peux le faire quand tu veux. Pour le podcast, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que je le fais juste avec mon téléphone. J'ai une application qui s'appelle Ferit, F-E-2-R-I-T-E, qui permet d'enregistrer et de monter de manière extrêmement simple de l'audio. Et donc, il suffit de lancer l'enregistrement, de mettre le téléphone à mon oreille, comme si j'étais au téléphone avec quelqu'un, et de commencer à parler. L'avantage, c'est que tu t'es pas gêné de le faire, beaucoup moins que quand tu fais un vlog, parce que les gens pensent que tu es au téléphone, du coup, personne t'embête, personne te regarde bizarrement. Donc ça, c'est génial. Donc j'ai enregistré plein de podcasts comme ça. Le son est étonnamment bon, parce que le micro est proche de ta bouche. Donc ça marche vraiment bien, le son est plutôt bien isolé, t'as pas trop le bruit de la circulation autour, c'est assez génial. À la maison, j'ai un truc un peu plus compliqué, j'ai un micro qui s'appelle Blue Microphone, que je branche généralement à mon iPhone ou alors parfois à mon Mac. Là, c'est celui avec lequel je suis en train d'enregistrer maintenant. J'ai un filtre anti-pop devant, j'ai une espèce de lampe de bureau. Ce truc-là est accroché à ma table basse qui est juste à côté de mon fauteuil, donc j'enregistre installé confortablement sur mon fauteuil avec mon micro devant moi. Euh, la mise en ligne est hyper simple. J'utilise un outil qui s'appelle Auphonic, qui est l'outil qui est recommandé par Tim Ferriss. C'est comme ça que j'ai découvert, c'est génial. Peut-être que tu l'utilises aussi, je sais pas. Non. Qui, en fait, t'upload ton audio, t'upload une image, et en un clic, alors tu mets une description, alors tout ça, ça peut être, tu vois, t'as des paramètres, t'as des presets, hein, donc tu peux tout pré-enregistrer. T'as une description, et en un clic, ça t'envoie cet audio sur SoundCloud, donc sur Apple Podcast, etc. Ça t'envoie cet audio aussi sur YouTube en vidéo avec des petites vagues dessus pour matérialiser le son, et sur Facebook en vidéo, et ça peut même te l'envoyer sur Dropbox si tu veux les sauvegarder et les avoir à côté. Donc c'est absolument génial, et en plus de faire ça, ça t'améliore le son, donc ça te fait une sorte de... C'est comme un petit ingénieur du son portable et automatique. Ça veut dire que ça va analyser le son et en fonction, ça va l'améliorer un petit peu, faire des basses un peu plus profondes pour faire un son un peu plus profond. Donc j'ai pas besoin d'ingénieur de son, j'ai pas besoin moi-même de m'y connaître, je fais pas de montage, jamais. Ni même retirer, par exemple, le début et la fin de l'enregistrement, t'as pas besoin de faire ça, Non, alors ça c'est un problème parce que je recommence très souvent l'enregistrement 5 ou 10 fois parce qu'à chaque fois je sais jamais comment démarrer, c'est toujours le moment le plus difficile. Mais une fois que t'es lancé, j'essaie de pas faire de pause, pas faire d'arrêt. Alors faut savoir que tu peux le faire, c'est-à-dire que au début je le faisais, c'est-à-dire que quand je savais plus quoi dire, je m'arrêtais, puis je reprenais quelques secondes plus tard, et avec Ferris ou avec Audacity, tu peux couper automatiquement tous les blancs, donc ça fait le montage en un clic.
Mais c'est plus, voilà, c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire maintenant parce que souvent j'oublie en fait et je le mets en ligne avec le gros blanc donc ça fait bizarre, tu vois. Donc ça je le fais plus. Et maintenant je me dis c'est comme une discussion avec quelqu'un, tu vois, tu vas pas couper une discussion avec quelqu'un et c'est ça qui est beau avec le podcast, c'est que c'est très très naturel, très très authentique et donc tu coupes pas et en plus quand tu te dis je ne couperai pas, je ferai pas de montage, bah t'as beaucoup moins de chances d'avoir des trucs à couper que si tu te dis de toute façon je ferai un montage. C'est psychologique, mais quand tu sais que tu feras pas de montage, finalement tu vas mieux te débrouiller et souvent le podcast va être meilleur que si tu te dis à l'avance je vais couper, je vais faire un montage, je vais supprimer ça ou ça. Donc moi je préfère, ouais. Ok, et je suppose que sur la vidéo, tu étais quand même obligé de faire un montage. Ouais, j'ai toujours fait des montages sur les vidéos, Donc le passage au plus ou podcast moins long. te gagne énormément de temps. Ouais, alors moi je le faisais avec Final Cut Pro sur Mac. Ça dépend, tu vois. Parfois, quand je faisais un vlog, le montage c'était le centre du vlog, c'est-à-dire que c'était vraiment ce qui donnait de la valeur au vlog. Donc je mettais des musiques, je m'amusais vraiment à faire des trucs jolis à la Casey Neistat. Ensuite, quand je suis passé en vidéo facecam, ça commençait à me saouler un peu de faire les montages, donc j'essayais d'en faire moins. Mais oui, enfin c'est vrai que le montage c'est bien au début parce que ça te permet de couper tout ce qui va pas et donc quand si t'es un peu timide par exemple de couper ou si tu veux une vidéo vraiment dynamique, c'est aussi ça aussi un peu la dictature de YouTube, c'est qu'il faut que tout soit dynamique, tout soit rapide, tu vois. Là ça fait 38 minutes qu'on parle, on prend notre temps, on s'en fiche, on se dit les gens s'ils ont envie d'écouter, ils vont écouter jusqu'au bout. Il n'y a pas cette espèce de pression à faire court. Et sur YouTube tu l'as, donc sur YouTube ça t'oblige à tout couper, à tout raccourcir, et je trouve ça dommage quand t'as des trucs à dire, mieux vaut le dire de manière naturelle, tu vois, sans rien couper. Ok. Est-ce que toi, tu réfléchis au futur de ton business? Est-ce que tu te fais des projections, des fantasmes sur ce que tu pourrais accomplir dans le futur? C'est une bonne question, je sais pas. Il y a des gens qui m'inspirent beaucoup, qui m'intéressent. Il y a Qui, par des exemple? podcasteurs. Bah, par exemple, dans le domaine du podcast, bah, il y a toi, bien sûr, qui fait d'excellents contenus, mais ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, mais là, je suis content que ça revienne. Il y a aussi un gars qui s'appelle Antonin Archer, qui fait un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui fait d'excellentes interviews. Tu dois connaître, je sais pas. Ouais. Ouais, j'ai connu. Bah, en tout cas, écoute-les, parce que c'est des super interviews aussi. Et ça lui permet en fait de rencontrer des gens, si tu veux, il procède un peu en escalier, c'est-à-dire qu'il va voir des gens qui connaissent quelqu'un, et ça lui permet de rencontrer des gens de plus en plus importants et parfois de plus en plus intéressants aussi. Et ce mec-là a une vraie rigueur dans ce qu'il fait que moi j'ai pas du tout. Moi je travaille pas vraiment avec rigueur dans mes contenus, tu vois, je travaille un plus au Tu veux feeling. dire, il a une rigueur dans la préparation, dans la structure de Ouais, ses dans la interviews? préparation, dans le fait d'aller se bouger pour rencontrer un gars qui est vachement difficile. Il a interviewé Oussama Amar, qui est un gars très très difficile à interviewer. Moi j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais tu vois, j'ai pas eu la persévérance qu'il a eu. Donc ça, c'est des modèles un peu pour moi, des gens qui m'intéressent, qui font un boulot. Mais après, je sais pas si j'aurais vraiment envie de faire ce qu'ils font, tu vois. Moi, j'aime vraiment travailler de manière artisanale. C'est aussi pour ça que je fais pas de montage, parce que j'aime pas quand ça fait pro. Je déteste la plupart des podcasts américains, parce que dès les 5 premières secondes, j'ai envie de foutre des claques au mec, tu vois. Il y a une espèce de jingle horrible, You're on CNN, tu vois, un truc à la con comme ça. Et moi, j'aime pas ça. Je trouve ça à vouloir faire pro, mais ça fait T'aimes ridicule. pas Et puis en plus, il y a 15 minutes de les sponsor. podcasts à la Gimlet qui sont super léchés, super montés, avec du Je reportage? déteste Je Ouais. déteste ça avec les petites musiques qui arrivent en plein milieu, avec les gens qui applaudissent. Tu vois, non, ça j'aime vraiment pas. Pour moi, un podcast. Alors, c'est une autre conception du podcast. Eux, c'est le podcast conception émission de radio. Ouais. Moi, j'aime bien les podcasts conception discussion avec quelqu'un. D'ailleurs, à l'époque où j'écoutais la radio, j'adorais les émissions du style La Bande à Ruquier, tu vois, où tous les mecs s'envoyaient des vannes et t'avais l'impression qu'ils étaient tout seuls dans la pièce, tu vois. Pour moi, c'est ça un bon podcast. C'est soit une bande de potes qui discutent comme s'ils étaient tout seuls, soit un gars qui discute comme s'il était avec son meilleur ami, tu vois. Et c'est là que, enfin, tu regardes les interviews, tu vois, une interview justement dans un podcast bien léché, enfin, tu vois, avec des super jingles, super pro, faut couper la moitié, ou alors à la télé, les interviews, elles sont coincées, il en ressort rien d'intéressant. Par contre, les interviews, bah, par exemple, d'Antonin Archer sur Nouvelle École, ou les tiennes, même si je n'ai pas encore eu la chance d'écouter celle de la nouvelle saison, bah tu vois, la personne va se confier parce qu'elle a l'impression, elle a pas l'impression d'être sur un plateau télé, elle a juste l'impression de discuter avec un ami. Donc ça fait du contenu qui est différent et moi je préfère ça et j'adore travailler de manière artisanale et je préfère le contenu fait de manière artisanale que le contenu comme à la télé. Je pense qu'on arrive à la fin de ce contenu-là. Je pense que beaucoup de gens en ont un peu marre de ce contenu trop préparé, trop léché, trop jump cuté, trop musicalisé en mode vidéo Facebook de 3 minutes là, tu vois, où tu t'arrives même pas à lire les sous-titres tellement ça va vite. Les gens ont besoin de retrouver peut-être le temps long. En tout cas, moi, je ressens le besoin et j'ai envie de travailler de cette façon-là. Là où je peux rebondir avec un point de données qui est assez intéressant, en particulier sur le podcast, c'est que Marketing Mania, c'est un podcast qui a été lancé mi-2015, qui a
qui avait son audience, qui tournait bien, qui avait toujours bien marché. Mais j'étais assez anxieux en enregistrant mes interviews sur ma première saison, de donner de la densité, du contenu, un maximum d'informations. Je me souviens que c'était vraiment mon inquiétude. Je faisais vraiment beaucoup de recherches. Je me dis, tiens, il faut qu'on leur donne un maximum d'infos, etc. Et début 2016, j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Nomad Digital, que j'ai fait avec un gars qui s'appelle Paul. Ouais. Et on était juste tous les deux. On préparait le truc, on avait quand même des infos à donner, etc. Mais j'avais pas l'idée de me dire, il faut que ce soit dense. J'ai l'idée de me dire, on a une idée à partager. Tant qu'on a bien partagé notre idée, ça ira. Et surtout, on avait eu cette idée d'ajouter des éléments. Donc, il y avait une question, c'était la question lifestyle, où on allait juste parler d'un truc qui nous avait marqué. Ça pouvait être un film, ça pouvait être une série. C'était pas des trucs nécessairement business. On avait aussi une section. Et ça, c'est la section qui m'a vraiment marqué parce que c'était la favorite de très nombreux auditeurs qui m'en ont parlé. C'était la section anecdote, où on allait raconter une anecdote de voyage qui n'avait du coup pas d'utilité directe pour les auditeurs, mais les gens adoraient cette section et m'en parlent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi de rencontrer quelqu'un qui me parle de Nomad Digital sans qu'ils me disent « Ah putain, les anecdotes de Paul, c'était hallucinant, la fois où il a passé la douane sans montrer son passeport et tout. » Enfin, juste des trucs, ça fait partie des choses. Moi, j'adore. Moi, je les raconte tout le temps. Hein. Je raconte à tout le monde les anecdotes de Paul, c'est un truc de fou, tu vois. Je dis, je connais un mec qui s'est fait braquer aux Philippines par un chauffeur de taxi. Tu vois. T'es sûr que tout le monde t'écoute. Hallucinant. Parce que pour ceux qui n'ont pas écouté Nomad Digital, c'est assez drôle parce que Paul peut avoir parfois sur le podcast une voix très mesurée. Il est assez... il est assez mesuré dans la manière dont il parle, il est assez délibéré, etc. Et d'un coup, il va te raconter des anecdotes les meilleures que tu pourrais imaginer. Et c'est vraiment ça qui a marqué les auditeurs. Et je me suis aperçu, en fait, ce qui intéresse les auditeurs, c'est pas d'avoir un podcast de 20 minutes qui va traverser un maximum d'informations. Sur le podcast, les gens, ils voulaient retrouver deux potes et ils voulaient écouter le truc. Et Nomad Digital a vraiment très très bien marché en termes d'audience. En tout cas, si je le compare à Marketing Mania, qui est vraiment comparable parce qu'on est sur le même marché et plus ou moins sur le même marché, disons. Et ça m'a vraiment marqué de se dire quelle est la valeur que tu apportes avec un contenu. Et la valeur que tu apportes avec un contenu, c'est pas uniquement l'information que tu donnes. Et il y a aussi un aspect de peut-être apporter quelque chose, plus une philosophie, un mode de voir les choses, un système de pensée, ou tout simplement pouvoir avoir deux personnes que tu apprécies qui discutent de différents sujets et pouvoir toi faire rebondir dans ton cerveau ces idées-là. Et ça, c'était une révélation pour moi par rapport à Nomad Digital. C'est pas quelque chose que j'avais anticipé par le passé. Et c'est une des raisons pour laquelle je relance aujourd'hui le podcast Marketing Mania, parce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui que j'arriverai pas à faire sur YouTube. Sur YouTube, j'apporte de l'information, j'apporte un point de vue très précis, mais effectivement, c'est écrit, c'est monté, c'est fait d'une certaine manière. Sur le podcast, tu peux avoir cette conversation. Et je me suis aperçu que la conversation, l'aspect plus réflectif peut-être, apporte une vraie valeur et apporte sa propre valeur. Et en soi, comme tu le dis, les gens ne cherchent pas nécessairement le contenu le plus léché. En tout cas, moi, je me suis aperçu qu'il y a plein de podcasts vachement léchés. Au final, au bout de quelques épisodes, je les lâche parce que je n'arrive pas à accrocher. Ça manque de personnalité ou d'aspérité. Versus des podcasts qui ont quand même une bonne qualité son, qui sont quand même correctement enregistrés avec des gens qui sont talentueux, mais qui sont plus humains. C'est ceux qui vont m'accrocher et que je vais continuer à écouter. Enfin, moi, je pense que, peut-être pas un bon exemple, mais un des podcasts que j'écoute dès qu'il sort, c'est 2 heures de perdu, qui est très bien produit. Hein. Et pour le coup, ils ont du super matos, ils ont une bonne qualité son, etc. C'est un podcast de ciné. Mais la raison pour laquelle tu l'écoutes, c'est juste parce que c'est une bande de potes que tu as envie de retrouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça vraiment que j'ai de plus en plus envie d'explorer dans le podcast. Et je pense que différents contenus sont bons pour différentes choses. Et le podcast est vraiment bon là-dessus. Mais alors, juste pour rebondir là-dessus, moi j'adore Nomad Digital. J'étais un de vos plus grands fans. J'ai pleuré quand vous l'avez arrêté. Ah, merci. Et ouais, j'ai l'impression, moi, que chez les podcasteurs américains, et alors probablement 10 fois plus encore chez les podcasteurs français, on a peur de parler de soi. On a peur de se mettre soi-même en avant. Donc, soit on va se cacher derrière son expertise et on va faire que donner des faits, mais sans jamais mettre beaucoup de personnalité dans son podcast. Soit on va mettre d'autres gens en avant, c'est-à-dire on va faire que des interviews. Et tu te retrouves avec des gens souvent passionnants, qui ont plein de trucs à dire, qui font que des interviews et qui prennent jamais le temps de dire ce qu'ils ont à dire en fait. Ou d'avoir une discussion avec un ami ou de faire des trucs finalement qui plaisent vachement. Et moi je trouve ça dommage et je pense qu'il y a, encore une fois comme je t'ai dit, moi mon rêve c'est que tous les gens que j'aime bien fassent un podcast quotidien, mais
tout seul, tu vois, ou avec un pote. Mais pas pour faire des interviews tout le temps, mais vraiment pour parler de leur philosophie de vie, tu vois. De ce qu'ils ont à apprendre, bien sûr, mais avec leur point de vue. Et je pense que c'est à ça qu'on s'attache le plus. Et c'est vrai que c'était ça en fait. Nomade digital, c'était pas seulement ce que vous aviez à apprendre, même s'il y avait plein de trucs intéressants, mais c'était aussi l'univers qu'on retrouvait chaque semaine avec les petites anecdotes, les petites blagues pourries, tu vois, ces trucs-là qui plaisaient. On avait l'impression de retrouver sa bande de potes et discuter avec eux. Et ça, je pense que le podcast est un format idéal pour ça. Et c'est dommage qu'il y ait si peu de podcasts qui utilisent ça en fait. C'est une bonne suggestion, à mon avis, avec laquelle laisser les auditeurs réfléchissez vraiment à la valeur que vous pouvez créer juste par cet effet de connexion et cet aspect un peu plus philosophique, versus toujours donner des conseils, parce que les conseils, au fil du temps, les gens ont commencé à les connaître, et parfois, ils ont plus envie de s'immerger dans un univers. En tout cas, Nomade Digital, les conseils, vous les connaissez, quoi. On donnait des conseils relatifs au voyage et au marketing, mais la valeur était dans l'univers qui était créé. Antoine, je voudrais enchaîner avec toi sur mes 3 petites questions de la fin auxquelles tu avais déjà répondu la dernière fois et que je voudrais te reposer pour voir si tes réponses sont différentes. Et ma première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Bah, ça change souvent. Je dirais qu'un des livres, peut-être que là, je recommanderais le plus, surtout aux débutants ou aux aspirants créateurs de contenu. Tu vois, c'est pas de la grande littérature, mais c'est un livre qui est très vrai et qui est bien expliqué. C'est The Compound Effect, l'effet cumulé de Darren Hardy, que j'ai lu cet été. Et bon, en soi, ça a plus confirmé des trucs que je disais depuis longtemps, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'est souvent comme ça quand on aime un bouquin. Mais il m'a donné en plus plein de métaphores et plein de façons différentes de l'expliquer et plein de preuves que ça marche. C'est un bouquin qui t'explique en gros que voilà, si tu fais quelque chose tous les jours, tu vas avoir des résultats qui vont être largement supérieurs à si tu fais un truc fort de temps en temps, tu vois. Et en plus, ça va être facile. Donc que tu veuilles perdre du poids, que tu veuilles mettre de l'argent de côté et évidemment que tu veuilles créer du contenu. Moi, ça a toujours été ma philosophie. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour énormément de choses dans ma vie. C'est le fait d'en faire un petit peu tous les jours, de prendre des bonnes habitudes. Et je pense que c'est la clé si on veut réussir un projet au lieu d'essayer à chaque fois de vouloir changer le monde en une semaine, quoi. Donc ouais, c'est le livre qui, à mon avis, est le plus utile, même si c'est pas un chef-d'œuvre. À mon avis, c'est le plus utile. Cool. La deuxième question, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans? Et c'était il n'y a pas très longtemps, il me semble que t'as quel âge aujourd'hui? 23 ans. Voilà, donc quel conseil est-ce que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans? Malgré tout, je vais m'en tenir à ma question parce que c'est mon format et je m'y tiens. Ouais. Ouais. Je me souviens que tu m'avais posé la question inverse. Tu m'avais dit qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 40 ou je sais pas. Ouais. J'ai pas préparé de réponse. C'est pas facile comme question. Bah, je dirais à 20 ans, j'étais quoi? À 20 ans, j'étais. Je sais pas si je regrette quoi. Enfin, tout ce que j'ai pu faire à 20 ans, ça a été positif finalement, parce que ça a été l'année où j'ai décidé d'arrêter mes études pour faire ce que je fais aujourd'hui. Alors évidemment, j'étais peut-être un peu trop sûr de moi. C'est toujours que ça, à mon avis, plus on vieillit, plus on se rend compte plus on doute et plus on se rend compte de ses failles. Et plus tôt tu les acceptes, mieux tu vis. Donc j'en ai encore beaucoup aujourd'hui, mais peut-être un peu moins. Peut-être que, ouais, enfin déjà je sais pas vraiment quoi te dire. À vrai dire, ouais, peut-être. Bah, à l'époque, mon objectif c'était de toucher un maximum de personnes. C'était, tu vois, de devenir un peu une célébrité entre guillemets de mathématiques ou de ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de travailler en faisant quelque chose que j'aime pour des gens que j'ai réellement envie d'aider, en gagnant bien ma vie, en ayant la possibilité de la gérer comme je l'entends. En ayant une certaine forme de tranquillité qui m'intéressait pas à l'époque, qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Donc, ouais, peut-être continue ce que tu fais, mais prends pas trop ça au sérieux, quoi. Ça marche. Et ma troisième et dernière question dans cette catégorie, c'est est-ce que tu as un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Ça, c'est le truc que tu aurais dû m'envoyer avant, parce que j'en ai sûrement, mais là, j'en ai pas en tête. Ça marche, Alors, pas de souci. non, mais non, ça me revient pas là, mais au T'inquiète pas. pire, ouais, non, j'ai pas, j'ai pas, désolé. Il n'y a pas de souci, Antoine. Sur ce, est-ce que tu peux nous dire quels sont les meilleurs endroits où te retrouver sur Internet si on a envie d'en entendre plus de ta part?
Ouais, alors on peut me retrouver sur mon podcast, bien sûr. Donc tu tapes Antoine Blanche-Maison sur Google. Tu vas tomber sur mon site et mon site renvoie à peu près tout. Sinon, tu peux me retrouver sur Facebook. Je publie pas mal de choses sur Facebook. Et le podcast est partout. Donc il est pas seulement sur Apple Podcast, il est aussi sur SoundCloud, il est aussi sur YouTube, il est aussi sur Facebook, il est aussi sur Stitcher et compagnie. Donc si ça intéresse les gens, je fais un podcast quasiment tous les jours où je parle pendant à peu près 20 minutes de création de contenu et de liberté en général. Cool, on mettra comme toujours tous les liens dans l'article de l'épisode et puis également vers les différentes applis que tu as mentionnées, en particulier sur la gestion du process pour le podcast, que c'est vrai que si on est intéressé par un podcast quotidien, il faut vraiment aller voir ces différentes applis que tu as mentionnées. Merci Antoine. Il faut simplifier le démarrage. Ouais, Ça change tout. C'était très cool et puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup à toi, quand tu veux. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je serais curieux d'avoir vos retours sur ce nouveau format parce que le podcast a été absent pendant plus d'1 an et pour le faire revenir, je voulais un petit peu modifier la façon dont on fonctionnait sur cette émission et je voulais partir sur un format qui allait être plus conversationnel, qui allait plus suivre mes intérêts par rapport à l'invité, plus être une plongée dans différents modes de pensée et moins être un format d'interview classique du type comment t'as commencé, donne-moi tes 3 meilleurs conseils pour créer du contenu, etc. Qui est un format dont je suis un peu fatigué et c'est pas vraiment les interviews que moi j'ai envie de créer. Donc j'ai testé quelque chose de nouveau, vraiment les questions que moi j'ai envie de poser à la personne et je suis curieux de voir si vous y trouvez de la valeur, si c'est quelque chose qui est intéressant, si c'est quelque chose que je devrais continuer. Actuellement, j'ai prévu une douzaine d'interviews sur l'émission et puis je les continuerai s'il y a des bons retours de votre part, sachant que sur un podcast, vraiment ce qui m'intéresse, c'est les retours qualitatifs, c'est-à-dire est-ce que ça vous apporte de la valeur, plus que vraiment de voir le nombre d'écoutes, parce que le nombre d'écoutes sur un podcast, soyons honnêtes, il sera jamais à la hauteur de ce que je fais aujourd'hui sur YouTube. Donc, est-ce que vous, personnellement, qui m'écoutez aujourd'hui, ça vous a touché, ça vous a intéressé, est-ce que vous avez trouvé de la valeur ? Si oui, je vous serais reconnaissant de faire 2 petites choses. La première, c'est de me laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. Si vous avez été un auditeur de Nomad Digital ou tout simplement de Marketing Mania plus largement, vous savez que les évaluations iTunes vont avoir un impact énorme sur la pérennité d'un podcast. Marketing Mania, c'est un podcast qui a déjà plus de 100 évaluations sur iTunes et ça aide énormément le podcast à être découvert par de nouvelles personnes et aussi à pouvoir attirer des invités qui sont intéressants. Donc rendez-vous sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix et laissez-moi une petite évaluation, ça aide énormément. Et deuxièmement, passez-moi un petit message. Les manières les plus simples aujourd'hui de me contacter, c'est de passer par le Facebook Messenger de Marketing Mania. Donc si vous allez sur la page Facebook de Marketing Mania, vous pouvez envoyer un message et puis je vous répondrai directement. Par pitié, n'envoyez pas de message sur mon Facebook perso, Stan Leloup, parce que je n'y réponds pas. C'est un des seuls canaux de contact auquel je ne réponds pas, c'est mon Messenger perso, parce que ça devient juste de la folie quand j'ai de dizaines de messages sur une boîte personnelle. Donc utilisez le Messenger de Marketing Mania ou tout simplement un email à stan@marketingmania.fr. Et pour finir, si ce podcast vous a plu et si vous êtes intéressé par ces idées de création de contenu, de création d'audience et que vous voulez avoir mon point de vue personnel là-dessus, le meilleur endroit où commencer, c'est une formation gratuite que j'ai créée qui s'appelle Construire une audience qui achète et qui récapitule un petit peu toutes les méthodes que j'ai développées sur mon premier site Séduction Academy et que j'ai ensuite perfectionné, que j'ai appliqué sur Marketing Mania pour passer de 0 à plus de 60 000 abonnés sur YouTube en moins d'1 an. Cette formation, elle est gratuite. Je vous préviens tout de suite qu'elle débouche sur une formation payante, mais si vous avez envie de vous cantonner à la version gratuite, c'est tout à fait acceptable et vous allez pouvoir en apprendre plein de trucs et en tout cas vous allez pouvoir plonger dans les grandes lignes de la stratégie que moi j'utilise. Donc je vous donne le lien si vous voulez aller voir cette formation gratuite par email, c'est marketingmania.fr/audience. Il y aura bien sûr le lien dans la description du podcast et puis dans l'article qui va accompagner cet épisode à l'adresse marketingmania.fr/AntoineBM. Merci à vous pour votre attention, j'apprécie vraiment que vous soyez avec moi pendant ce podcast, c'est un format que j'apprécie et je suis très content de pouvoir y retourner, j'espère que le retour sera là pour que je puisse continuer à le faire. Merci à vous et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.